Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Iméra. Très heureux de vous accueillir dans cette maison. Donc c'est la quatrième conférence de Yad Ben Achour dans le cadre donc de la chaire Averroès qui reçoit le soutien de l'IDEX, de l'Université d'Excellence d'Aix-Marseille Université, et de la Fondation de l'Islam de France. Et donc l'objectif à travers cette chaire Averroès, ce cycle de conférences et ce qui naîtra à partir de là, c'est de faire émerger de la pensée critique dans l'islam contemporain. Alors la conférence de ce soir sur l'islam et l'universalité de la norme démocratique, je crois, sera particulièrement saillante pour débattre de ce type de questions, puisque les interactions entre islam et démocratie font partie des je dirais des topos, à la fois des lieux communs et des problématiques qui méritent largement d'être explorées. Donc, place à Yad Ben Achour pour une bonne heure. Et ensuite, nous pourrons, comme d'habitude, discuter, débattre, controverser, puisque c'est l'objet de nos échanges. Je rejoins dans la salle et parole à Yad Ben Achour. Merci. Merci beaucoup, Thierry. Comme je vous le disais la dernière fois, vous vous souvenez... la conférence que je donne aujourd'hui fait suite à celle de la dernière fois, et donc l'universalité de la norme démocratique, nous avons eu le temps de l'analyser. Maintenant, nous allons parler de la position de l'islam face à l'universalité de la norme démocratique. Je voudrais dire que, dans l'absolu, l'islam et l'universalité de la norme démocratique, cette question peut rester sans réponse, parce que l'islam en tant que tel, c'est-à-dire que si on prenait le texte de l'islam avec un grand T et que nous faisions une comparaison entre ce texte de l'islam et les principes dérivés de la norme démocratique, on pourrait avoir des réponses infinies. Pour la raison suivante, c'est que le texte, que ce soit le Coran ou le corpus de la geste prophétique, c'est-à-dire les hadiths, sont des textes trop parlants. Ce sont des textes trop parlants. Et Mohamed Harkoun l'a dit dans l'ensemble de son œuvre. Il a dit que, et surtout dans la lecture du Coran, que le texte est un texte de structure ouverte, est un texte mythique, de langage métaphorique, métonymique, symbolique, poétique, narratif. Par conséquent, c'est un texte qui se prête à toutes les interprétations possibles et imaginables. Et donc, il n'y a rien à attendre d'une comparaison abstraite entre le texte de l'islam et les principes démocratiques. Ce qu'il faut, en revanche, interroger, ce sont les interprètes, justement, ce sont les musulmans, plutôt que l'islam, qu'il faut interroger. Et quand je dis les musulmans, c'est-à-dire les musulmans selon leurs différentes tendances, selon leurs différents partis, selon leurs différentes sectes, car il y a, nous l'avons vu et dit plusieurs fois, il y a autant d'islam il y a autant d'islam que de musulmans, que de groupes de musulmans, que de pays musulmans, etc., etc. Si on interroge ces interprètes, si nous interrogeons ces tendances, ces sectes, ces partis, nous allons voir qu'en définitive, ils vont se partager en deux grandes tendances. Il y en a une que j'appelle le front du refus, si vous voulez. C'est une tendance qui élabore un discours antidémocratique, qui refuse la démocratie, en gros, qui dit que l'islam n'est pas compatible avec la démocratie, que ce sont des choses qui sont incompatibles, qui ne vont pas ensemble. Il y a une deuxième tendance, et c'est celle sur laquelle je vais focaliser mon analyse, c'est celle qui affirme que non seulement l'islam n'est pas hostile à la démocratie, mais qu'il est l'inventeur de la démocratie, et par conséquent qu'il y a une théorie islamique de la démocratie, une théorie proprement islamique de la démocratie. Donc je vais commencer par présenter le discours antidémocratique.
Ce discours antidémocratique, en fait, comme l'affirme l'Arbi Sadiki, est un contre-discours identitaire au projet réformiste et constitutionnaliste qui a commencé à agiter le monde musulman depuis le milieu du XIXe siècle. Nous avons, dans le cadre du réformisme et du constitutionnalisme qui s'introduit dans le monde musulman, en Inde, en Iran, en Égypte, en Tunisie, en Turquie, évidemment, au XIXe siècle, nous avons une rupture de la pensée et l'émergence d'une pensée réformiste avec des gens comme Ibn Abi Dhiyaf, par exemple, en Tunisie, comme Jamil al-Din al-Afrani, et en Iran, en particulier en Iran, avec Imad al-Ulama al-Khalkhali, qui écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle « Le sens de la monarchie constitutionnelle ». On peut citer également Mohammed Hussein al-Naini, qui a écrit un livre que j'ai découvert récemment, qui s'intitule Tanbih al-Umma wa Tanzih al-Millah, qui est une défense du constitutionnalisme, qui est une théorie d'après laquelle l'islam peut parfaitement s'accommoder de la démocratie constitutionnaliste. Eh bien, je crois que le discours antidémocratique réagit à cette tendance qui n'a aucun souci pour adopter le constitutionnalisme. Et pour donner un exemple, n'est-ce pas, pour donner un exemple de cette tendance du refus, je prendrai l'Iran précisément, où il y a eu une fantastique révolution constitutionnelle entre les années 1906 et 1911. La révolution constitutionnelle iranienne, et d'abord c'est une véritable révolution parce qu'elle est en rupture totale avec les traditions politiques et constitutionnelles de la monarchie et de l'empire des Perses, et en particulier des Qajars qui étaient au gouvernement à l'époque. En tout cas, au cours de la révolution constitutionnelle entre 1906 et 1911, je rappelle que les constitutionnalistes ont pris le pouvoir, que les constitutionnalistes ont pris la maîtrise de l'Assemblée qui a été élue à l'époque et qui représentait le constitutionnalisme et qui était soutenue par un bon nombre d'abord d'intellectuels iraniens, mais également par le clergé iranien, par une grande partie du clergé iranien qui soutenait le mouvement constitutionnaliste. Eh bien, au cours de cette révolution constitutionnelle, on a vu précisément surgir cette tendance qui consiste à dire l'islam est incompatible avec la démocratie ou le contraire, la démocratie est incompatible avec l'islam. Le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est le cheikh Fadlallah Nouri, qui pourtant a été l'un des initiateurs du mouvement constitutionnel, mais il y a eu un changement dans sa pensée par la suite, un changement radical, qui a écrit, qui a dit ceci: il n'est pas possible qu'un pays islamique soit soumis à un régime constitutionnel sinon en éliminant l'islam. Je répète la citation, elle est importante. Il n'est pas possible qu'un pays islamique soit soumis à un régime constitutionnel sinon en éliminant l'islam. Parce que le régime constitutionnel, ça veut dire l'égalité des citoyens, l'égalité homme-femme, l'élaboration d'une constitution, l'idée de loi positive, etc. Pour lui, tout cela va contre les droits de Dieu et contre la religion, et par conséquent, instaurer un régime constitutionnel dans un pays islamique, ça revient à éliminer l'islam purement et simplement. Ce contre-discours va se développer. Bon, je viens de donner l'exemple iranien, mais petit à petit, ce discours identitaire anti-moderniste va s'étendre et va viser deux choses. Il va viser tout d'abord la culture d'origine de cette démocratie et le constitutionnalisme occidental, mais il va viser également les élites modernistes des pays comme la Turquie, l'Iran, la Tunisie, etc. Et nous avons partout connu ce clivage. Dans tous les pays musulmans qui ont connu le réformisme, qui ont vécu le réformisme et les réformes, la Turquie en tête, la Tunisie, l'Égypte, l'Iran,
l'Inde, eh bien, partout nous verrons émerger ce contre-discours adressé à la fois contre la culture occidentale, et surtout la culture juridique et politique occidentale, mais également contre les élites occidentalisées et modernisées de leur propre pays. Et c'est l'idée de Razo Fikri, c'est l'idée de la colonisation des esprits, la colonisation, la colonisation culturelle. Et c'est à partir de là que nous allons avoir un certain nombre d'auteurs qui, sur la base de cette idée que la démocratie ne convient pas au monde musulman et qu'elle ne peut pas se marier avec la culture islamique, vont développer un certain nombre de thèses qui sont des thèses soit théocratiques, soit prônant le système classique du califat, etc., mais toujours pour dire que leur idée fondamentale, c'est que la démocratie, le constitutionnalisme, les droits de l'homme ne conviennent pas à l'islam et que ce sont deux choses incompatibles. Et à partir de là, cette idée va devenir une sorte d'utopie agissante, utopie parce qu'elle n'a jamais été véritablement réalisée, mais agissante parce qu'elle mobilise les foules et elle continue à les mobiliser jusqu'aujourd'hui. Donc c'est une utopie parce qu'elle n'a pas réellement réussi à implanter quelque chose de positif, quelque chose de concret, de structurel, d'institutionnel, mais agissante parce qu'elle arrive à mobiliser les foules, à créer des partis politiques, etc., etc. Alors, bien sûr, l'exemple type que nous pouvons donner de ce contre-discours moderniste est représenté par un spectre de penseurs qui va de Maudoudi, qui est défenseur de ce qu'il appelle lui-même théodémocratie, une théodémocratie. Nous verrons plus tard si cette idée de théodémocratie tient, mais c'est lui qui utilise le mot en anglais, d'ailleurs, dans un livre qu'il écrit en anglais sur le régime politique islamique, jusqu'à Taqiyuddin al-Nabhani et le Hizb al-Tahrir. Prenons un exemple, celui de Nabhani. Nabhani, comme vous le savez, est un Palestinien qui est né en 1909, qui est d'un milieu religieux, il a exercé plusieurs fonctions religieuses, il a vécu surtout le drame palestinien, n'est-ce pas, l'expulsion, et puis il a connu également les affres de l'opposition au régime politique. Il a été torturé en Irak, il a été harcelé en Jordanie, etc. Et il a une conception très particulière du califat. Alors, ce qu'il nous dit, c'est la chose suivante. D'abord, il prône le califat parce que, d'après lui, cela s'inscrit dans une perspective millénariste, à partir d'un hadith du prophète qui dit, c'est un hadith visionnaire dans lequel le prophète trace le destin historique de l'islam en disant que l'islam commence par la prophétie, se poursuit par le califat, se dégrade par la royauté, se dégrade encore par la tyrannie, pour finalement retrouver sa pureté par un califat régénéré œuvrant à l'ombre de la prophétie. C'est ce que disaient un petit peu ceux qui ont, en juin 2014, déclaré le califat islamique. C'est exactement l'optique millénariste, la prophétie, la dégradation du système politique islamique de la royauté vers la tyrannie, et puis le retour de ce califat espéré. Et donc, pour lui, justement, ce califat n'a rien à voir avec la démocratie. Il y a pour lui une opposition quasiment ontologique entre l'islam et le régime démocratique. Pourquoi une opposition ontologique? Je résume très rapidement, pour les raisons suivantes, je les résume. Tout d'abord, l'État démocratique considère l'homme comme la mesure de toute chose, selon la théorie du contrat social, et par conséquent, cela ne va pas du tout avec l'idée islamique que l'État musulman est un État voué à Dieu, premièrement. Deuxièmement, l'État démocratique est un État purement terrestre,
qui ne considère nullement les fins dernières de l'homme. Au contraire, l'État islamique reconnaît la souveraineté absolue de Dieu et accessoirement la souveraineté du peuple. Troisièmement, la législation démocratique est une législation purement humaine qui n'a aucune considération pour les lois de Dieu. Et enfin, l'État démocratique, c'est l'état de l'exploitation capitaliste, l'injustice sociale, la manipulation de l'opinion, la corruption. C'est un régime immoral. Je dis ce que Nabhani écrit, hein. Et là je cite, il autorise l'adultère, il autorise le prêt usuraire, l'exploitation, la consommation d'alcool et de drogue, les relations sexuelles entre personnes du même sexe, l'avortement, la licence morale généralisée, ce qui est de nature à causer des préjudices énormes à la société. Et par conséquent, la démocratie pour lui est une sorte d'associationnisme immoral et inconsistant, vide, ce qui ne va pas du tout avec ce que Maudoudi appelle le divin califat, the divine caliphate. Tout cela ne correspond pas à la nature de l'islam, au dogme de l'islam, à l'esprit de l'islam. Et alors ces idées, je peux vous dire qu'elles ne sont pas propres au Hizb al-Tahrir ni à Nabhani. On les trouve sur le web d'une manière massive, n'est-ce pas? Si on consulte, nous avons des sites comme Islam Web, Fatwa Online, questions et réponses, Aloukanet, etc., etc. Nous retrouvons cet esprit qui consiste à dire il ne peut pas y avoir de conciliation entre l'islam et la démocratie. C'est une idée courante, c'est devenu aujourd'hui une idée courante qu'on découvre lorsque nous traversons la rue, où que ce soit d'ailleurs, que ce soit dans les pays musulmans ou que dans les pays non musulmans. Contrairement à cette optique qui refuse totalement l'idée démocratique, nous avons une autre optique dont, si vous voulez, l'esprit général est le suivant. Cette optique consiste à dire que l'islam doit produire une version islamique de la démocratie. Et là, nous avons plusieurs tendances. Je vais en mettre une de côté, je vais l'étudier à part, c'est la tendance de Abdelkarim Soroush, que vous connaissez, qui est un intellectuel iranien qui a beaucoup participé à la révolution islamique en 1979 en Iran, n'est-ce pas? Il a joué un rôle considérable, il a même inspiré la mise en place des institutions de la révolution islamique, puis après il a vu comment ça se passait. D'ailleurs, je vais reprendre la question, et c'est ainsi qu'il est devenu la bête noire du régime des mollahs, qui l'ont quasiment obligé de s'expatrier, d'aller vivre à l'étranger. Pourquoi je mets à part Abdelkarim Soroush? Je le mets à part parce que c'est l'un des rares à avoir compris la démocratie dans son concept et non pas dans ses applications particulières. Et sa philosophie est une philosophie extrêmement élevée, ses idées sont profondes. C'est un philosophe, hein, c'est un monsieur qui a une véritable formation, on le voit quand on lit ses écrits, qui a une véritable formation de théologien, de philosophe, qui connaît très bien aussi bien la tradition sunnite que la tradition chiite. Donc lorsque nous le lisons, nous sommes frappés par la hauteur d'esprit de cet auteur. Alors, ces idées, elles débutent avec une certaine conception de l'éthique, et c'est là qu'il nous montre qu'il est musulman. Si nous voulons résumer, n'est-ce pas, la base éthique de la production politique de Abdelkarim Soroush, je dirais qu'il y a deux versants. Il y a la conception éthique proprement dite, qui est assise, premièrement, d'abord sur la foi en Dieu. Deuxièmement, sur le tawakkul, ce qu'il appelle d'un mot arabe le tawakkul, c'est-à-dire la confiance en Dieu, le fait de s'en remettre à Dieu, de faire confiance à Dieu et d'attendre de Dieu la miséricorde. Et enfin, la troisième grande idée de sa philosophie morale, c'est la liberté. Lui, c'est un partisan de la liberté, de la véritable liberté,
comme nous allons l'indiquer très rapidement. Alors, il estime que la démocratie et la religion sont parfaitement compatibles à condition de respecter les deux conditions. Un, de la soumission au divin, mais de la liberté d'un autre côté. Et il écrit, ce dont nous avons désespérément besoin, c'est de nous inspirer à la fois des théoriciens de la liberté, et quand il dit théoriciens de la liberté, il s'agit des théoriciens occidentaux. Vous verrez que Abdelkarim Soroush n'a aucun problème avec l'Occident. Ce n'est pas la haine de l'Occident, pas du tout. Au contraire, il reconnaît la valeur intellectuelle des philosophes occidentaux qu'il utilise énormément. Il connaît très bien la philosophie hegelienne, il connaît Kant par cœur, n'est-ce pas, comme un spécialiste, un philosophe spécialiste de la philosophie occidentale. Il les cite d'une manière tout à fait naturelle dans ses écrits. Et donc il dit, nous avons désespérément besoin aujourd'hui de nous inspirer à la fois des théoriciens de la liberté et de notre propre culture religieuse et mystique. Vous voyez, religieuse et mystique. Religieuse, mais qui est bâtie sur la foi et non pas tellement sur le droit et la loi au sens formel du terme. Et c'est à partir de là, à partir de cette double balance entre la foi et le tawakkul en Dieu et la liberté, qu'il construit sa théorie du gouvernement. D'ailleurs, une théorie qu'il appelle, je vais la citer en anglais, The Idea of Democratic Religious Government, l'idée d'un gouvernement religieux démocratique. Voilà, c'est l'idée d'un gouvernement religieux démocratique. Alors pour lui, le gouvernement religieux démocratique, c'est à la fois un gouvernement qui est construit sur la foi, qui est construit sur la religion, mais également sur la raison. Et d'ailleurs, il le dit clairement, c'est une manière pour lui de concilier la raison et la révélation. J'ai de longues citations là, je ne peux pas malheureusement les citer, ça serait trop long. Et cette fois-ci, j'ai décidé de condenser un petit peu mes développements. Et donc, ce qu'il affirme, c'est que c'est une conciliation de la raison et de la révélation. La raison parce que la démocratie est rationnelle, tout simplement. Parce que le régime démocratique, pour lui, est un régime de la raison. Parce qu'il accorde l'autonomie individuelle, il accorde la liberté de conscience. Par conséquent, il est basé sur l'autodétermination de chaque individu. Et cette autodétermination, Soroush y croit très fort. Quant à la charia, quant au problème de la charia, bien sûr, il doit y faire face. Eh bien, il répond tout simplement que la charia n'est pas la religion. Et là, il fait une distinction fondamentale. La charia est une chose, la religion est une autre chose. Autrement dit, pour lui, la charia est une législation qui a été le produit d'une interprétation purement humaine et qui doit changer selon les circonstances. L'absolu, pour lui, n'est pas dans la charia, mais dans la foi et dans la religion. Et donc, il prend beaucoup de liberté avec la charia. Pour conclure en définitive que ce qui convient au monde musulman, c'est un régime de démocratie qui se concilie avec la religion. Et pour lui, la démocratie est une méthode qui doit atteindre des objectifs: la limitation du pouvoir, la rationalisation des délibérations, l'équilibre des pouvoirs, l'autonomie et la participation des citoyens, la protection des grandes libertés et surtout, il insiste sur une question fondamentale pour lui dans un régime où la société est religieuse, c'est la liberté de conscience. Je crois que c'est l'un des rares auteurs à beaucoup accentuer sur la liberté de conscience. Et pourquoi? Parce qu'il sait que dans une société religieuse, il y a toujours le risque de mettre à l'écart les non-religieux, les non-croyants, les athées, etc., etc. Or, étant un partisan convaincu, je pense, et sincère de la véritable liberté, y compris la liberté des athées, c'est-à-dire la liberté pour les gens de ne pas avoir de religion, il insiste beaucoup sur la liberté de conscience, d'ailleurs qu'il appelle souvent la liberté de la foi. La liberté de la foi ou la liberté de la non-foi. On peut avoir la foi et on peut ne pas l'avoir.
Alors, j'ai mis cet auteur à part parce que je trouve que c'est un auteur qui a compris la norme démocratique dans ses principes, la dignité, les principes dont nous avons parlé au cours de la dernière conférence, la dignité, la liberté, l'égalité et la participation. Et il faut tout simplement ajouter à ces 4 principes de la démocratie un autre principe, qui est le principe de la religion, c'est-à-dire la soumission à Dieu, mais surtout dans son fort intérieur, et non pas tellement la soumission à la loi juridique de Dieu avec laquelle il prend énormément de liberté. Alors, à côté de Soroush que j'ai mis de côté, il y a évidemment un mouvement doctrinal énorme pour la théorie de la démocratie islamique. L'idée générale, au fond, pour résumer, l'idée générale de ce mouvement pour la démocratie islamique, la démocratie al-islamiyya, l'idée générale qui domine ce courant est que l'islam n'a pas besoin de la démocratie occidentale, et là je suis en train de citer un auteur, puisqu'il a construit son propre modèle démocratique depuis 14 siècles avant même que l'Occident ne découvre l'idée de démocratie. Voilà l'idée de base. L'idée de base, c'est que l'islam n'a pas besoin de la... Là, je cite, c'est une citation. L'islam n'a pas besoin de la démocratie occidentale puisqu'il a construit son propre modèle démocratique depuis 14 siècles avant même que l'Occident ne découvre l'idée de démocratie. Alors, je pourrais choisir une centaine d'auteurs qui sont inspirés par ce principe. J'en ai choisi 3 et je vais les résumer très rapidement parce que je pense qu'ils sont intéressants et pas très connus. Le premier, c'est Abbas Mahmoud al-Aqad, le grand écrivain. Alors, Mahmoud al-Aqad, je dirai un mot sur sa vie tout à l'heure. Le deuxième, c'est Fahmi Houaïdi. Et le troisième, c'est Ahmed el-Kadb. Je commence par le premier, très rapidement. C'est Abbas Mahmoud al-Aqad, qui a écrit un livre qui s'appelle « La démocratie islamique ». La démocratie islamique. Alors, il se base sur les textes, bien entendu, Abbas al-Aqad. J'ouvre une parenthèse. D'abord, Abbas Mahmoud al-Aqad est connu dans le monde arabe en tant qu'écrivain, en tant qu'essayiste, en tant que journaliste. Ce que je voudrais dire également de Abbas Mahmoud al-Aqad, c'est qu'il a eu une position de principe contre Hitler, et surtout pendant la guerre où les Arabes ont été beaucoup tentés par l'idéologie nationale-socialiste, étant donné que pour eux, elle venait les libérer de la colonisation, tout simplement. C'est un problème de stratégie pour eux. Les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Donc on a vu ce genre d'attitude en Tunisie, en Algérie, au Maroc, etc. Bon, les Allemands, c'est des gentils, ils viennent nous libérer des Occidentaux. D'ailleurs, les chefs politiques les plus lucides ont beaucoup déconseillé au monde arabe au début de la guerre de suivre l'Allemagne parce qu'ils savaient que l'Allemagne perdrait la guerre. C'est le cas de Bourguiba, par exemple. Bourguiba, il a été libéré d'ici, du fort Saint-Nicolas, par les Italiens qui sont venus le chercher, le libérer et lui proposer de négocier, etc., et de collaborer avec l'Axe. Il a refusé et il a donné des instructions à son parti pour ne pas suivre et de ne pas se tomber dans la grande illusion de croire que l'Allemagne allait gagner la guerre. Il leur a dit l'Allemagne va perdre la guerre, donc il faut faire très attention. Et sur ce plan, je crois qu'il avait raison. Donc Mahmoud Abbas al-Aqad étaient des gens qui ont pris position contre l'Axe alors que les Égyptiens étaient, disons, hésitants, pour le moins qu'on puisse dire. Alors, son idée générale est la suivante, c'est que le gouvernement du monde ne peut pas échapper au gouvernement de l'univers. Hukumat al-Kawn, Hukumat al-Bashar. Alors, Hukumat al-Kawn, c'est le gouvernement de l'univers, c'est-à-dire le divin, le Dieu, qui a agencé le monde, qui a agencé la créature et les créations, et la création. Et Hukumat al-Bashar, c'est le gouvernement des hommes. Et sa grande idée, c'est que le gouvernement politique doit respecter le gouvernement cosmique, le gouvernement de l'univers. Et pour lui, il y a un double contrat. Il y a un double contrat entre Dieu et l'homme
et entre les gouvernants et les gouvernés. Autrement dit, le rapport entre gouvernants et gouvernés, gouvernement politique, doit être soumis au gouvernement cosmique, c'est-à-dire aux ordres de Dieu. Et pour lui, le système du califat islamique répond à cette condition, à toutes les conditions, aux conditions de la démocratie et aux conditions du gouvernement islamique. Alors il écrit, par exemple, le système politique du califat répond à toutes les conditions, l'imam ou le calife n'y dispose pas d'une souveraineté absolue, la délibération shura n'est fondée ni sur la discrimination des classes et des ordres, ni sur la quantité, mais sur la solidarité et la vertu de ces sages, interprétant grâce à l'ijtihad les lois de Dieu et la geste prophétique par l'intermédiaire de leur consensus ijmer. Les juges sont indépendants, etc., etc. Donc voilà pour Abbas el-Aqad. Je passe au deuxième auteur qui est Fahmi Houaidi, qui n'est pas très connu jusqu'à présent, mais d'ailleurs que j'ai découvert moi-même cette année, qui a des idées très intéressantes sur la démocratie. Donc il écrit, d'ailleurs il écrit un livre qui s'appelle Islam et démocratie également, dans lequel il dit très généralement que les sociétés islamiques doivent adopter un système social et politique qui reconnaissent à la fois les principes démocratiques et les principes constitutionnels d'un État musulman. D'abord, il met avant tout les points de convergence entre les deux systèmes, le système démocratique et le système musulman, en disant, dans les deux cas, le fondement populaire du régime politique, le régime politique a un fondement populaire dans les deux cas, puisque c'est l'Ummah qui est l'origine du pouvoir dans le monde musulman et le peuple dans le régime démocratique. Deuxièmement, il dit ceci, et là je reviendrai à cette question dans la partie critique, ma dernière partie. Le caractère civil de l'État. L'État musulman a un caractère civil. C'est une idée très très répandue que nous trouvons partout. Et au cours des discussions sur la constitution tunisienne, l'élaboration de la constitution tunisienne, nous avons eu ce genre de débat. Chaque fois qu'on voulait mettre dans la constitution l'État est un État civil, pour nous, c'est-à-dire ne peut pas être un État religieux, c'est ce que ça veut dire. Les islamistes répondaient, mais le régime de l'islam est un État civil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'église, parce que ce n'est pas l'église qui gouverne, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme, parce qu'il n'y a pas d'intercesseur entre Dieu et l'homme, que l'homme est en relation directe avec Dieu, etc. Par conséquent, c'est un gouvernement civil. Il n'existe pas d'État théocratique en islam. Il n'y a pas d'ordre clérical qui contrôle la société, mais un ordre politique purement humain, légitimé par la volonté de l'Ummah. Voilà le deuxième point de convergence. Le troisième point de convergence, c'est le fondement majoritaire de la légitimité. Comme en démocratie, en islam, le fondement de la légitimité est la majorité. As-Sawad al-A'zam, vous vous souvenez, lorsque nous avons vu l'orthodoxie de masse, on a vu que l'idée de Sawad al-A'zam, c'est-à-dire la grande majorité, était une idée très importante. Autre point de convergence, l'alternance au pouvoir, le respect des droits fondamentaux de l'homme et des libertés publiques, la séparation des pouvoirs et la primauté de la loi. Mais à côté de ces points de convergence, il existe des points de divergence qui sont des points fondamentaux. Et les points de divergence, dit-il, les voici. Il y a d'abord une différence de nature entre le concept d'Ummah, qui est un concept transterritorial et transétatique, alors que celui de l'État démocratique est l'État-nation, qui correspond à la tradition occidentale. La deuxième différence fondamentale, c'est que les fonctions de l'État démocratique sont purement terrestres et matérielles, alors que dans l'État musulman, les fonctions de l'État sont à la fois terrestres et spirituelles et religieuses. Et enfin, la différence entre la conception absolutiste de la souveraineté dans l'État démocratique et la conception islamique de la souveraineté, dans laquelle la souveraineté du peuple se trouve soumise à la souveraineté de Dieu.
Sa conclusion, c'est que la démocratie est parfaitement compatible avec l'islam, à condition de respecter les principes de la cité islamique. Par conséquent, il ne s'agit pas d'adopter aveuglément l'expérience de la démocratie occidentale, mais d'établir une démocratie islamique basée sur le principe coranique de la Shura. Le troisième auteur est le troisième auteur est Ahmed el-Katib. Alors, très intéressant, pourquoi? Ahmed el-Katib, c'est une sorte de chiite défroqué, si vous voulez. Il est d'origine de famille chiite, seulement après la révolution iranienne, il a commencé à remettre en cause les fondements même du chiisme et à contester l'existence du 12e imam. De telle sorte que les chiites, aujourd'hui, lorsqu'ils le regardent, ils disent ce n'est pas un chiite. Il est de famille chiite, mais il n'a rien à voir avec le chiisme, parce que vous vous rendez compte, si vous mettez en cause l'existence du 12e imam, c'est que vous remettez en cause le chiisme lui-même. Vous niez l'existence du chiisme. Et par conséquent, les chiites sont très méfiants de ce point de vue-là. L'intérêt de cet auteur, c'est que justement, d'abord, il se caractérise par une certaine indépendance d'esprit, mais son intérêt surtout, c'est qu'il connaît aussi bien la tradition sunnite que la tradition chiite. Et il a écrit 2 livres sur la pensée politique dans le sunnisme, dans l'histoire de la pensée politique, dans le sunnisme et dans le chiisme. Ces idées essentielles sont les suivantes. D'abord, il dit le prophète n'a pas institué de gouvernement précis. Et ça, il reprend ici les grandes idées de Ali Abd al-Razak, qui a émis cette thèse en 1925. Deuxièmement, il reconnaît que l'histoire du gouvernement islamique est l'histoire d'une régression. Et parmi les signes de cette régression, parmi les signes de cette décadence, il en évoque 4 essentiels. D'abord, la constitution de la théorie des sources du droit, qui a été arbitrairement étendue aux hadiths prophétiques, qui sont de sources incertaines, et donc ce qui a donné aux hadiths prophétiques pratiquement une sorte de prévalence par rapport au Coran. Deuxièmement, il critique le fait que les sunnites ont quasiment donné à la sunna un rang qui est quasiment le même que celui du Coran, et que le principal responsable de cela, c'est Ahmed ibn Hanbal et l'école hanbalite. Il conteste, troisièmement, la théorie de l'ijma. Bien sûr, les chiites ne reconnaissent pas l'ijma, c'est-à-dire le consensus de la communauté, puisque la source fondamentale du droit, pour eux, provient des imams, directement de la bouche des imams. D'ailleurs, vous savez que certains chiites, ils excluent le Coran, certains chiites, ils excluent le Coran en disant que le Coran ne s'adresse pas aux hommes, il s'adresse aux imams. Et donc, nous ne pouvons accéder à l'interprétation du Coran que par la parole des imams. C'est eux qui s'adressent aux hommes et non pas le Coran directement. Le Coran, il est adressé aux prophètes et depuis le prophète aux imams, mais pas aux hommes, parce qu'ils ne peuvent pas le comprendre. Par conséquent, l'accès au Coran se fait par les hadiths, mais attention, pas par les hadiths au sens sunnite du terme, mais par les hadiths au sens chiite du terme, c'est-à-dire les hadiths produits par les imams. Ceci étant dit, ce que l'auteur appelle la révolution démocratique, c'est une révolution qui doit animer l'islam, et sa conclusion définitive, c'est que cette révolution démocratique ne peut se réaliser que par l'intermédiaire de ce qu'il appelle un califat islamique démocratique qui ne soit ni chiite ni sunnite. Voilà la grande thèse de Ahmed el-Katib, et c'est pour ça qu'il est intéressant, à mon avis, lorsqu'on raisonne sur le régime démocratique. Il dit le régime démocratique est un acquis de l'humanité, le régime démocratique au sens occidental du terme est un acquis de l'humanité. Lui aussi n'a pas une hostilité spécifique contre l'Occident, et pour réaliser cet équilibre entre cet acquis de l'humanité qu'est la démocratie,
Et le califat, eh bien, il prône ce régime qu'il appelle un califat islamique démocratique, en y ajoutant toutefois, et ça c'est très important, c'est l'originalité de cet auteur, un califat islamique démocratique qui ne soit ni chiite ni sunnite, autrement dit un gouvernement califal démocratique mondial. Voilà, si vous voulez, brièvement résumer les différentes tendances des penseurs musulmans vis-à-vis de la démocratie. Alors, je voudrais maintenant, pendant les 20 minutes qui me restent, critiquer quand même cette doctrine de la démocratie islamique et montrer quelles sont ses limites. Tout d'abord, à son point de départ, ce grand débat autour de la démocratie et sa compatibilité avec l'islam est marqué par un malentendu qui est le suivant. À part Abdel Karim Soroush, les penseurs musulmans qui pensent la question démocratique ne l'abordent pas dans son concept, mais dans ses réalisations historiques particulières, notamment à travers l'expérience de la démocratie occidentale telle qu'ils la voient fonctionner aux États-Unis, en France, en Angleterre, etc. Par conséquent, leur critique de la démocratie, en fait, ce n'est pas une critique de la norme démocratique, c'est une critique du régime démocratique occidental, tel qu'il est appliqué en Occident. Par conséquent, je pense qu'ils ont une vue biaisée de la question. Si la démocratie est comprise dans sa forme occidentale, les deux fronts du refus démocratique et de l'acceptation de la démocratie peuvent avoir raison l'un et l'autre, et par conséquent, à ce moment-là, le débat devient purement subjectif. Chacun va construire, selon ses désirs, un type particulier de démocratie, démocratie islamique, démocratie africaine, démocratie bouddhiste, et que sais-je. Donc, leur critique de la démocratie, qui n'est pas une critique de la démocratie en tant que telle, mais une critique des régimes démocratiques occidentaux, n'apporte rien de plus par rapport à la critique de la démocratie qui est faite par les intellectuels occidentaux eux-mêmes. Elle n'apporte rien de plus. Deux exemples, par exemple, le livre de Yashamou, que j'ai déjà cité, je crois, Le peuple contre la démocratie, ou bien le livre de Michael Albertus et Victor Menaldo, qui s'appelle Authoritarianism and the Elite Origins of Democracy. Eh bien, ils ont fait une critique radicale de la démocratie occidentale à partir d'exemples vécus, n'est-ce pas, à partir d'exemples vécus, comme en Espagne, en Indonésie, en Turquie, etc. Enfin, tous les régimes qui se sont inspirés des démocraties occidentales. Et par conséquent, je pense que les auteurs n'apporteront rien de plus par rapport à cette critique de la démocratie occidentale qui est faite par les Occidentaux eux-mêmes. Évidemment, j'admets dans l'absolu que l'universalité de la norme démocratique peut suivre plusieurs voies d'expression et de réalisation. Mais ces variations doivent se limiter aux modalités constitutionnelles, institutionnelles et techniques. Elles ne peuvent pas toucher les composantes essentielles de la norme démocratique ou l'une d'entre elles. Or, et voilà la critique que j'adresse aux théoriciens de la démocratie islamique, toutes les doctrines de la démocratie islamique dérogent aux principes substantiels dérivant de la norme démocratique. Je m'explique. L'épistémologie de la norme démocratique implique de partir de l'homme pour asseoir son fondement, pour asseoir le fondement du régime de la norme démocratique, pour revenir à l'homme pour régler le fonctionnement de la démocratie. Et donc, à moins de concevoir la religion comme une religion du fort intérieur, une religion de pure espérance, une religion de pure charité, sans implication sur le domaine du droit, de la politique et de l'État, la norme démocratique ne peut survivre dans un milieu totaliste qui ne distingue pas les différents niveaux politiques, moraux, juridiques, économiques et sociaux et qui soumet le tout à une loi transcendante. Cette soumission du tout
à une loi transcendante et en soi contraire à la norme démocratique, parce qu'elle neutralise à la fois l'autonomie sociale autant que celle de l'État et qu'elle abolit la liberté individuelle et en particulier la liberté de conscience. Elle n'est donc pas compatible avec la citoyenneté. Lorsque Abbès Mahmoud al-Aqad affirme par exemple que la question politique est indissociable du problème métaphysique, c'est ce qu'il dit, et que le gouvernement politique doit dépendre du gouvernement de l'univers, et que la loi de Dieu s'impose en toutes circonstances parce que Dieu est le meilleur juge de l'existence humaine, je réponds que cela est valable pour un croyant intégral, pratiquant, mais ne l'est pas pour l'adepte d'une autre religion ou pour un non-croyant qui, d'après la norme démocratique, a le droit de vivre, de s'exprimer et de participer librement et d'une manière égale avec les autres au fonctionnement de la cité politique. Or, la démocratie islamique, en tout cas les théoriciens de la démocratie islamique, qui conçoivent ces démocraties islamiques comme soumises à la loi de Dieu, est en fait totalement conçue pour le sujet de ce Dieu islamique. Elle érige la science politique en département des sciences religieuses. Or, en transformant la science politique en science religieuse, les théologiens musulmans et les penseurs musulmans que nous avons évoqués ont sorti le phénomène politique du domaine du pensable pour le rattacher au domaine de l'impensable. Le fait politique ne relève plus du domaine de la réflexion rationnelle, mais relève de l'acceptation spirituelle, donc de la foi. Et donc ce transfert du relatif vers l'absolu a eu pour conséquence de rendre presque impossible la contestation des systèmes politiques légitimés par la religion, puisque cela va assimiler cette attitude à une forme d'apostasie. Défier la volonté du souverain musulman signifie alors défier la volonté divine. Au fond des choses, cette doctrine de la démocratie islamique n'admet pas la véritable égalité citoyenne, car il est contradictoire de soutenir à la fois l'idée d'une cité gouvernée par les lois de Dieu et celle d'une cité démocratique. Cette dernière, par nature, implique la séparation du religieux et du politique. La conception islamique des droits de Dieu empêche une véritable éclosion d'une authentique philosophie des droits de l'homme. Et si nous prenons par exemple la question de l'apostasie, il est tout à fait sans effet et sans portée d'affirmer, sur la base d'une distinction entre le crime de lèse-majesté et le crime de lèse-divinité, que la peine applicable à l'apostasie n'a aucun rapport avec la liberté de religion ou de conscience, mais qu'elle relève du crime politique comme la haute trahison dans les régimes laïques. Cela n'a aucun intérêt parce que ça remet en cause fondamentalement la liberté de conscience. En réalité, les partisans de la démocratie islamique, voilà un fait essentiel, c'est qu'ils pratiquent une politique de l'ambiguïté. Une politique de l'ambiguïté qui est d'ailleurs favorisée par la culture de l'ambiguïté qui a été analysée par Thomas Bauer, on en a parlé lors d'une des dernières conférences, qui est si caractéristique de l'histoire islamique et de la langue arabe classique. Pour Bauer, je rappelle, la culture de l'ambiguïté en islam a favorisé au cours de la période classique la tolérance à l'intérieur de la civilisation islamique. Cette tolérance s'est éclipsée au cours de la période contemporaine qui est plutôt caractérisée par le dogmatisme et le radicalisme. L'idée de l'ambiguïté, donc, elle est utilisée par Bauer, mais dans un sens valorisant pour l'islam, pas dans un sens dévalorisant. Et moi, j'utilise les idées de Thomas Bauer ici, mais dans une toute autre perspective. La voici. Pour aboutir à l'idée d'un gouvernement islamique, ou plutôt d'une démocratie islamique, la plupart des penseurs dont nous avons donné précédemment quelques exemples significatifs jouent sur les mots et sur les polyvalences linguistiques pour asseoir la théorie de la démocratie islamique. Ils jouent sur la polyvalence, la fluidité sémantique, la mollesse des mots, qui permet non seulement d'affirmer la chose et son contraire, mais de mettre cette fluidité au service d'un point de vue ou d'une idéologie. En effet, si les mots
ne sont pas accompagnés de procédures, de calculs, de précisions institutionnelles. Ils peuvent servir à défendre des points de vue totalement opposés. Je prends un exemple. Je prends l'exemple des mots-clés de la terminologie des démocratisants, des musulmans démocratisants. Par exemple, le concept de shura, qui veut dire délibération. Ahl al-hal wal-aqd, les gens qui disent et délient. Nous avons vu tout ça lors de l'analyse de l'orthodoxie sunnite. Par exemple, le concept de shura, qui veut dire délibération. Ahl al-hal wal-aqd, les gens qui disent et délient. Nous avons vu tout ça lors de l'analyse de l'orthodoxie sunnite. Ulil amr, les décideurs. Ahl al-ijtihad, les gens qui les interprètent, quoi, les gens qui peuvent interpréter. Jama'a, collectivité. Sawad Adam, on en parlait il y a quelques secondes, le plus grand nombre. Wujuh an-nas, les figures. Jumhur al-muslimin, la communauté des croyants. Si nous faisons la liste de toute cette terminologie, eh bien, nous allons voir que ces termes sont autant extensibles que rétrécibles. Ils peuvent tout dire et ne rien dire. S'il leur manque l'instrument procédural, les précisions institutionnelles, les techniques précises de représentation, de destitution, de mise en jeu de la responsabilité, etc. Je veux bien qu'on dise que la démocratie islamique repose sur la shura et qu'on convoque une assemblée de shura, mais on ne va pas très loin si on ne définit pas les procédures. La shura restera dans le ciel des abstractions, donc elle n'aura pas de sens concret si on ne répond pas aux questions suivantes. Que doit-elle faire? Quelles sont ses fonctions? Comment son travail est-il organisé? Qui la convoque? Qui met fin à ses travaux? Par quelles procédures sont désignés ses membres? Quel est leur nombre? Qui détermine ces lieux de réunion? Qui en préside les réunions? Qui en fixe la date? Etc. etc. L'idée de la démocratie ne peut pas aller sans procédure concrète et sans institution. Or, les théoriciens de la démocratie islamique, comme je le disais, jouent sur l'élasticité des mots en utilisant une terminologie qui est très très malléable, la terminologie de Ahl al-Hal wal-Aqd, Shura, Ahl al-Ijtihad, etc. Il s'agit toujours des gens de l'allégeance, des gens qui lient et délient, etc. Mais aucune précision n'est donnée concrètement sur le mode de fonctionnement de ces idées. Je voudrais maintenant passer à un autre point qui est très important, c'est justement ce contresens qui est très 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 courant chez les théoriciens de la démocratie islamique sur le concept d'état civil, Dawla Madaniya. Il paraît que l'idée que l'islam est un état civil remonterait à Mohammed Abdou, qui a exploité le concept de gouvernement civil en utilisant le terme arabe Hukuma Madaniya. Et en fait, Mohammed Abdou voulait répondre à ceux qui accusaient l'islam d'avoir instauré une théocratie dans laquelle le calife est vicaire de Dieu et qu'il est l'ombre de Dieu sur terre. Donc, Mohammed Abdou répond il n'existe pas d'église dans l'islam, le gouvernement islamique n'est pas un gouvernement religieux, mais un gouvernement civil et républicain fondé sur la légitimité du peuple, c'est-à-dire de l'Ummah. Et puis l'argument de Abdou va être repris constamment par la suite. Et encore une fois, je me rappelle, maintenant ça me revient, qu'au cours de la discussion pendant l'élaboration de la constitution tunisienne, ce thème de gouvernement de l'islam comme gouvernement civil est revenu tout le temps au cours de la discussion sur la constitution tunisienne en 2012, 2013 et 2014. Bon, cette idée que l'État islamique est un gouvernement civil est assise sur des arguments d'ordre historique, théologique et de théorie constitutionnelle. L'argument d'ordre historique consiste à dire que le prophète n'a pas établi un type de régime politique précis. L'argument d'ordre théologique considère qu'aucune prescription coranique n'impose une quelconque forme de gouvernement. Et le Coran abandonne la question au pouvoir discrétionnaire de la société.
Quant à l'argument constitutionnel, il consiste à dire qu'il n'existe pas de cléricature gouvernante en islam comme dans le régime théocratique. Autrement dit, l'absence d'église signifierait que le gouvernement des hommes se fait par les hommes. Je trouve que, même si aucun de ces arguments n'est faux en lui-même, l'erreur est d'en tirer une conclusion hâtive qui ne tient pas compte d'autres éléments du tableau. En effet, les mêmes auteurs, les partisans de la démocratie islamique, admettent tout d'abord que la cité terrestre ne se justifie pas par elle-même, mais dans la seule mesure où elle se ramène à la vie dernière. Nous disions précédemment que pour Abbas Mahmoud al-Aqad, le gouvernement des hommes devait être ramené au gouvernement de l'univers et à l'instauration divine. Par ailleurs, les mêmes auteurs admettent également que cette même cité terrestre ne peut échapper à l'application de la loi de Dieu. Même s'ils admettent que l'interprétation de cette loi doit forcément tenir compte des circonstances de lieu et de temps, il demeure que le principe de la soumission de l'État à la souveraineté divine est clairement admis par tous, y compris un petit peu par Abdelkarim Soroush. Or, c'est l'un des éléments clés du gouvernement théocratique. Soumettre la loi de l'État et sa souveraineté au règne de la loi divine, c'est reconnaître le caractère théocratique de cet État. En admettant même, ce qui est loin d'être évident, qu'en islam, le gouvernement des hommes est laissé à la libre disposition du corps social. Je dis que ce n'est pas très sûr, mais admettons. Les auteurs musulmans admettent simultanément que la loi des hommes doit être inconditionnellement soumise à la loi de Dieu et que les droits de l'homme ne peuvent pas déroger aux droits de Dieu. Dans le meilleur des cas, il s'agit d'une contradiction interne du raisonnement. Dans le pire, il s'agit de masquer les vérités en jouant sur la fluidité et le manque de rigueur des mots que j'ai évoqués précédemment. Cela représente une forme de mauvaise foi et en vérité ce soi-disant état civil islamique constitue la pire forme des types de gouvernement théocratique dans la mesure où il place cet état entre les mains d'une communauté de fidèles, une communauté ecclésiale, ce qui lui donne encore plus de légitimité et de force contraignante que si cet État avait été placé entre les mains d'une Église. En effet, il est considérablement plus aisé de cibler une Église, de critiquer une forme de religion incarnée par une Église, ce qu'a fait le protestantisme par rapport au catholicisme dans l'histoire de l'Europe, qu'une forme de religion incarnée par le peuple des croyants, qui en réalité est un immense conglomérat d'églises individuelles, d'églises atomisées, individuelles, soudées par une loi d'airain. Par conséquent, ce soi-disant état civil est le plus contraignant qui soit, dans la mesure où il nous confisque le droit de raisonner librement. Et je me souviens d'un mot qu'avait dit Spinoza sur ce qu'il appelle le gouvernement violent, qui étend son autorité sur les esprits en imposant sa loi et en s'instaurant comme juge du vrai et du faux. C'est à ce niveau que se situe la véritable contradiction de la théorie de la démocratie islamique. Il s'agit en réalité d'une contradiction entre le niveau des idées et le niveau pratique. En effet, presque tous les penseurs de la démocratie islamique considèrent comme possible, idéalement parlant, la conciliation entre la liberté, notamment la liberté de conscience, rappelez-vous de Soroush, et l'exécution des lois de Dieu dans la société. Or, indépendamment de la contradiction théorique de cette prétention, il existera toujours et inévitablement une contradiction entre la théorie et sa mise en pratique. Comment, en effet, un gouvernement islamique pourra-t-il respecter dans les faits, dans le concret, à la fois les lois de Dieu et les droits de l'homme? Jusqu'à quel point pourra-t-il tolérer l'exercice de la liberté de conscience? Il est évident qu'en un certain moment, l'exercice de la liberté de conscience va toucher les fondements religieux de la société. La liberté de conscience peut nous amener à contester l'idée de Dieu, l'idée de la prophétie, etc. Que ferait un gouvernement islamique dans ce cas-là? Alors, ou bien le gouvernement islamique va laisser agir la liberté de conscience, ce qui mettrait en cause, à un certain moment, l'existence même de la société religieuse, ou bien il serait dans l'obligation
de juguler la liberté de conscience pour protéger la société religieuse, ce qui mettrait fondamentalement en cause les principes démocratiques. S'il voulait rester à la fois démocratique et islamique, il ne pourrait se permettre de choisir ni l'une ni l'autre de ces options, parce que chacune d'elles aboutirait à une impossibilité à la fois théorique et pratique. Dans la réalité, d'ailleurs, et ça nous l'avons vu au cours de l'histoire récente le prouve, un tel gouvernement choisira plutôt de juguler la liberté de conscience que de mettre en péril la société religieuse qu'il représente. Entre la négation de la société religieuse et celle de la société démocratique, il choisira nécessairement le sacrifice de la société démocratique, et c'est exactement ce qui s'est passé en Iran. En Iran, le début de la révolution a été une révolution de la liberté, ne l'oublions pas. Un philosophe comme Darius Shayegan a soutenu, même Foucault a soutenu, parce que nous croyons tous que c'était la révolution de la liberté. Qu'importe que celui qui vient instaurer ce nouveau régime de la liberté porte un turban, ce n'est pas important. Donc tout le monde a cru au début que la révolution islamique en Iran était une révolution démocratique, qu'elle allait libérer. Et Soroush, à l'époque, il était en plein dedans, il était avec l'imam Khomeini, ils étaient main dans la main. Mais on a vu que dans la pratique, et ça c'est l'aporie de tout gouvernement religieux, que en pratique, et en fin de compte, et c'est ce qui a d'ailleurs expliqué le départ de Soroush de l'Iran, et le fait qu'il soit devenu un homme harcelé par le régime iranien, le régime des mollahs, qu'il a été obligé de s'expatrier, eh bien on a vu que ce régime, instauré au début d'abord contre l'Iran, contre le Shah d'Iran, contre le despotisme, contre la police, contre la torture, contre l'absence de liberté, contre le contrôle de la presse, etc., s'est vite transformé en régime qui a sacrifié la société démocratique pour protéger la société religieuse. Je conclus. Je conclus que pour fonder une authentique philosophie islamique de la démocratie, il faut, à mon avis, renoncer aux concepts de base sur lesquels travaillent les théoriciens de la démocratie islamique que nous avons évoqués. Il convient tout d'abord, sous peine de s'engager dans un débat totalement déformé, totalement biaisé, d'avoir à l'esprit l'idée que la norme démocratique, il faut avoir à l'esprit l'idée substantielle de la norme démocratique, sans égard aux expériences particulières de chaque peuple, qui ne peuvent nullement servir de critères en vue d'adhérer ou de refuser les principes démocratiques. Par conséquent, quand on travaille sur la norme démocratique, il faut oublier les régimes, et en particulier les régimes occidentaux. Moi, l'autre fois, Raouf m'avait posé une question. Est-ce que tu peux me donner un seul exemple d'un régime démocratique dans le monde qui corresponde à ta théorie de la norme démocratique? J'ai dit aucun, bien sûr aucun. Mais parce que tous les régimes, y compris les régimes démocratiques occidentaux, y compris même les régimes les plus démocratiques, comme la Suisse, la Norvège, le Danemark, etc., ne réalisent pas pleinement la norme démocratique. Mais la norme démocratique est une norme, et comme toutes les normes, elle représente la perfection, et la perfection n'existe pas dans le réel. Si on prend par exemple la statue de David, n'est-ce pas, qui représente Apollon, je crois, la grande statue de David qui est à Florence, voilà. Et c'est un modèle esthétique. Pouvez-vous me donner un seul homme concret, un seul corps humain qui réponde à cet idéal esthétique? Quasiment aucun, ou alors il doit y avoir quelques bons hommes comme ça qui sont des athlètes ou des danseurs, je ne sais pas quoi, qui peut-être répondraient, mais la majeure partie, l'écrasante, les 99% des peuples de cette humanité, aucun d'eux ne peut. Et donc c'est ça, le régime démocratique, pour moi, c'est la statue de David par rapport à ce que nous sommes réellement.
Nous avons la norme démocratique qui est l'idéal, et pour juger les régimes, eh bien, nous allons voir quelle est la plus grande proximité de ces régimes par rapport à la statue, par rapport à la norme démocratique. On ne peut pas faire l'inverse. On doit toujours, non pas juger la démocratie, c'est-à-dire la norme démocratique à partir des régimes, mais juger les régimes à partir de la norme démocratique. Et donc, plus concrètement, je pense qu'il faut d'abord renoncer à l'idée que la vie sociale et politique constitue la branche d'une question métaphysique. Les musulmans doivent rompre avec cette idée que la science politique doit relever, ou que le droit doit relever d'une science religieuse. Je crois que c'est une contradiction de défendre à la fois que nous sommes dans un régime démocratique, mais que ce régime démocratique est cependant soumis à des lois transcendantales. Alors vous allez me dire, bon, mais à ce moment-là, en quoi ce régime resterait-il musulman? Qu'est-ce que ça voudrait dire un régime islamique démocratique? Eh bien, ça veut dire qu'on peut demeurer musulman dans un régime démocratique, d'abord par la foi, mais également par la culture, par les racines, par les sentiments, par l'histoire, par le langage, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut renoncer au principe selon lequel la législation sociale que Dieu a révélée pour les hommes, telle que la comprennent ses interprètes, doit régir les comportements sociaux extérieurs, individuels et collectifs. Cette loi est fondée sur le principe qu'il ne peut y avoir d'obéissance aux créatures dans la désobéissance au Créateur. C'est un hadith du prophète. Ce hadith, considéré comme authentique, a connu plusieurs versions selon les rapporteurs. Hélas, ce que ce hadith oublie, c'est qu'il faut admettre que la justice, dans certaines circonstances, ne peut se réaliser que par une certaine désobéissance à la loi du Créateur. Voilà ce qu'un esprit purement religieux, il lui est très difficile d'admettre. C'est que la justice, je dis bien dans certaines circonstances, pas dans toutes les, mais dans certaines circonstances, ne peut se réaliser que par une certaine désobéissance à la loi du Créateur lorsque cette dernière est exagérément sévère ou même injuste. Et l'histoire du monde musulman fourmille d'exemples de ce type. Omar ibn al-Khattab a bien suspendu la punition du vol par l'amputation de la main dans certaines circonstances. Mais ça, qu'est-ce que cela veut dire? Alors les musulmans, les penseurs musulmans disent c'est l'ijtihad, c'est l'interprétation de la loi de Dieu. Mais c'est aussi reconnaître que la loi de Dieu peut être excessivement sévère et que par conséquent qu'une véritable justice doit savoir se départir de la loi de Dieu et même désobéir à la loi de Dieu. Et si Rémi Brague a écrit la chose suivante, il a écrit: pour fonder la valeur de l'humain, on a besoin d'un point d'appui qui doit se trouver en dehors de l'humain même. Ça, c'est la théorie de Rémi Brague. Pour fonder la valeur de l'humain, on a besoin d'un point d'appui qui se trouve en dehors de l'humain. Mais moi, je dois reconnaître, et nous devons reconnaître honnêtement, que pour fonder la valeur du divin, on a besoin d'un point d'appui humain également, en dehors du divin. Donc, de cette loi générale de Dieu à laquelle tiennent tellement les musulmans, que doit-on retenir? On peut retenir sa loi purement cultuelle. La loi du culte n'est pas gênante en régime démocratique. Et nous devons l'admettre, la loi du culte, la liberté du culte, au nom de la liberté de religion. Deuxièmement, on doit admettre sa législation purement morale, mais toujours dans la mesure où cette dernière demeure conforme aux exigences d'une société humaine, démocratique et juste, du point de vue de l'homme, comme nous l'avons indiqué. Point de vue de l'homme qui peut être différent du point de vue de Dieu. Troisièmement, éventuellement, on pourrait retenir la législation sociale et à caractère juridique
à condition qu'elle réponde aux besoins d'une société démocratique et qu'elle soit adoptée par cette dernière selon ses mécanismes constitutionnels propres. C'est avec ces conditions, je pense, que nous pouvons véritablement édifier une nouvelle philosophie islamique de la démocratie. C'est ça l'objet de mon travail. Fonder, édifier une nouvelle philosophie islamique de la démocratie. Avec ces conditions, nous pouvons enfin vivre de bonne foi un régime démocratique islamique. Il aura d'islamique, qu'est-ce qu'il aura d'islamique? Il aura d'islamique le respect de la foi et du culte, de l'histoire, des racines, du langage, de l'inspiration. Et il aura de démocratique la liberté totale et en particulier la liberté de conscience. Et je crois que pour cela, nous devons réinstaurer, rétablir la philosophie islamique de la liberté de l'esprit que nous avons étudiée au cours de la première conférence, l'introduction à l'islam de la liberté. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, la première conférence dans laquelle j'ai parlé d'Averroès et des autres, introduction à l'islam de la liberté. Si nous voulons parvenir à un régime réel de démocratie islamique, pas de démocratie islamique par les mots, comme chez les auteurs que nous avons évoqués aujourd'hui, il faudrait, je crois, rétablir l'esprit de la liberté tel que nous l'avons vu au cours de la première conférence. Voilà, merci. Je crois que j'ai mis 10 minutes. Merci beaucoup, Yann. Je crois que ça ouvre pas mal de perspectives entre la critique du premier point qui oppose les deux termes, puis l'instrumentalisation du terme démocratique et la tentative qui commence à s'esquisser d'une ouverture qu'il faut peut-être trouver un autre mot que démocratie islamique. Il y a quelque chose à inventer. Il semble que là, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir et qui fait la boucle avec effectivement cette pensée de la liberté dans l'islam. Est-ce que vous souhaitez réagir, questionner après cette... Merci, Ben Achour, pour cette conférence et ces éclairages. J'ai 2 ou 3 questions qui sont intimement liées au questionnement qui travaille un peu ta pensée et tes travaux, et précisément concernant la question de la norme en tant que principe un peu abstrait, si on peut dire, et ses rapports avec l'histoire, avec le politique, avec tout ce qui suppose comme conflit, comme rapport de force, comme jeu d'équilibre concernant les intérêts dans une société, etc. Et te poser la question suivante. Insister sur la question de la constitutionnalité ou la constitution par rapport à la problématique de la démocratie. À ton avis, le fait d'avoir une constitution, suffit-il d'être démocrate ou démocratique? Non, c'est une question que je pose. Par exemple, en Iran, il y a une constitution. Dans tout le monde arabe, même pendant Ben Ali, toutes les dictatures arabes, ils ont des constitutions, mais ils n'étaient pas des démocraties. Et une constitution, bien sûr, comme tu as dit, identifie et détermine des modalités, des mécanismes, etc., juridiques et tout cela. Voilà ma première question. Deuxième question, si on fait le parcours de la littérature de la pensée arabe, arabo-musulmane ou
islamique concernant la politique, l'État et la démocratie. Il y a, comme tu as dit, une littérature extrêmement riche et contradictoire et dense. Je ne vais pas rentrer dans le détail, tu es mieux placé que moi pour évoquer certaines références et certains auteurs. Mais si on voit un peu l'évolution de certaines personnes, je ne parle pas des courants ou des sensibilités islamistes radicales qui considèrent radicalement que la démocratie n'appartient pas à notre univers, ni de croyance, ni politique, etc. Je ne parle pas de ça. Mais je ne parle des gens qui ont essayé un peu d'intégrer, d'une manière ou d'une autre, quelques principes de la démocratie dans les champs politiques arabes. N'y a-t-il pas, on ne trouve pas certains penseurs, certains écrivains islamistes ou de culture islamique qui, avec le temps et avec l'histoire, se sont laïcisés malgré eux, c'est-à-dire qu'ils ont été obligés de reconnaître qu'il y a une pertinence en la démocratie, sans nécessairement revenir à l'islam. Et troisième question, et je termine, est-ce que on est obligé, est-ce que c'est nécessaire de parler d'une démocratie ou d'une nouvelle démocratie islamique? Ou bien ne serons-nous pas obligés ou justement contraints à parler d'une démocratie, point? Pourquoi intégrer, pourquoi qualifier une démocratie d'islamique? C'est une question que j'aimerais un peu... Oui. Alors, je vais commencer par la dernière question, Noureddine, si tu permets. On n'est pas obligé, évidemment, la démocratie se suffit à elle-même. Mais c'est pour mettre l'accent sur l'aspect culturel et sociologique de cette démocratie. C'est-à-dire pour prendre en considération le fait que dans les sociétés dont nous parlons actuellement, il existe quelque chose de majoritaire, de communément partagé par la population, qui induit des comportements, des sentiments, des représentations particulières, même une manière, une morale, des mœurs particulières qu'il faudrait respecter. Donc une démocratie est islamique dans le sens où c'est une démocratie adaptée à l'environnement sociologique et anthropologique des musulmans. Et ça s'arrête là. La deuxième question, oui, bien sûr qu'ils sont nombreux. Il y a des partis d'ailleurs, pas seulement des hommes, qui ont été laïcisés par et qui ont évolué, n'est-ce pas, qui se sont laïcisés, comme tu dis. Mais ça, c'est obligatoire, n'est-ce pas? Ça, c'est le jeu de l'histoire, n'est-ce pas? La confrontation. Si je prends par exemple le parti islamiste chez nous, c'est un exemple que je donne très souvent. La première séance de l'Assemblée nationale constituante, l'un de leurs anciens présidents est monté à l'Assemblée pour dire, bon, maintenant nous allons faire des lois islamiques, nous allons refaire la société, nous allons refaire l'État, notre constitution sera islamique, on va changer les conduites de l'État, les règles, etc., etc., etc. Mais au bout de 2-3 ans, c'est Sadaq Chour. Fateh Mourou n'a pas été le président de Nara, c'est Sadaq Chour, qui est un grand conservateur, qui avait même menacé les grévistes qui avaient établi des barrages sur les routes de les amputer des mains et des jambes en diagonale, etc., en application du verset de 33 de... Voilà. Bon, après quelques années de confrontation, ils ont quand même voté la constitution tunisienne, dont les principes sont loin d'être des principes antidémocratiques. Au contraire, je crois que sur le niveau des principes et de la philosophie générale de la constitution, elle est une constitution démocratique. Le problème de la constitution tunisienne, il se situe au niveau du fonctionnement de l'État, où là, ça a été fait n'importe comment. Alors, la norme et ses rapports avec l'histoire...
J'ai répondu tout à l'heure que nous avons, n'est-ce pas, pour réfléchir sur la démocratie et pour travailler sur la démocratie, nous avons besoin, comme je le disais tout à l'heure, d'un modèle, d'une norme. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de David, mais de Michel-Ange. Mais je peux donner d'autres exemples, n'est-ce pas, que j'emprunterai à Rodin, ou je ne sais pas quoi. Une statue est une statue, mais elle peut être un modèle, n'est-ce pas? Ceci étant, dans la vie, nous ne trouverons jamais ce modèle. Nous ne trouverons jamais ce modèle. Il en est de même de la démocratie. Pour juger les régimes, précisément, nous avons besoin d'une norme. Et moi, je veux accentuer sur la norme parce que c'est la seule qui nous permette de sortir du relativisme. Actuellement, la maladie dont souffre la démocratie, c'est que la démocratie elle est rattachée directement aux régimes démocratiques occidentaux. Bien entendu, c'est très facile de dire que la démocratie ne fonctionne pas si on regarde uniquement les régimes occidentaux. Parce que si on voit comment ça marche aux États-Unis, en France ou ailleurs, on voit très bien qu'il y a des déficiences, on voit très bien qu'il y a de la corruption, on voit très bien qu'il y a des contradictions, on voit très bien que le problème de la justice sociale n'est pas résolu, que c'est le problème de l'inégalité, que c'est Albertus et Menaldo l'ont bien dit, le régime démocratique, ce n'est pas l'égalité entre les hommes, ce n'est pas le régime de l'égalité entre les hommes, c'est le régime de l'inégalité. Ils l'écrivent noir sur blanc et ils donnent des exemples très précis. Donc, et puis il faut aussi sauver la démocratie de cette légende selon la légende selon laquelle tout démocrate est un aliéné à l'Occident. C'est quelque chose de misérable que nous traînons avec nous. Chaque fois qu'on plaide pour la démocratie, pour les droits de l'homme, pour le constitutionnalisme, on est traité de vendu à l'Occident. Donc, voilà pourquoi moi je m'accroche à la norme. Parce que d'abord, je la libère du relativisme en disant la démocratie n'est ni occidentale, ni chinoise, ni rien du tout. La démocratie, c'est une norme universelle qui est basée sur des principes philosophiques et notamment le principe universel de la non-souffrance, etc. Ça, c'était l'objet de la dernière conférence. Et ainsi, d'abord, je libère la démocratie du fonctionnement du régime démocratique, qui est toujours déficient, mais surtout, je me donne un outil pour juger le fonctionnement des régimes démocratiques à partir de la norme démocratique. Voilà les deux avantages que je tire de... Et là. Merci Yad Ben Achoun pour cette intervention extrêmement intéressante. Mais je dois dire aussi, pour ma part, je l'aperçois un peu d'une manière pessimiste parce que toutes ces théories que tu as développées à propos des tenants justement d'une dite démocratie musulmane ou d'une dite société civile musulmane, c'est vrai que c'est ce que tu avais appelé une orthodoxie de masse. C'est-à-dire que finalement, en dernière instance, c'est la légitimité religieuse qui doit légitimer cette organisation sociale. Mais alors, je suis contre, hein. Bien sûr, et c'est pour ça que j'espère vraiment que l'ouvrage que tu vas produire aura de l'effet et va se diffuser à grande échelle et qui sera traduit également en arabe parce que c'est d'une importance capitale. Alors moi, je pense honnêtement qu'on ne pourra pas instaurer une réelle démocratie sans opérer une rupture avec ce qu'on peut appeler le savoir théologique médiéval, comme le disait notamment Mohamed Harkoun. Et le problème, c'est que je le disais récemment, je le disais ce matin à Thierry, j'ai lu La guerre des subjectivités, en tout cas j'ai commencé de Fathi Ben Slama, et il disait une chose très importante à propos justement de l'apport de Ibn Rushd d'Averroès, en disant que nous on a cette tendance à l'ériger comme étant, à juste titre,
le tenant de la primauté de la raison dans la lecture du texte. Cependant, il dit dans sa préface, il dit Averroès s'est adressé aux théologiens en disant « Je ne dis pas que votre science divine est fausse. Ce que je dis, c'est que moi, je suis connaisseur des sciences humaines. Et que, à travers son traité décisif, le fait que justement il ait justifié l'exercice de la philosophie par une autorité divine, la charia, en fait, pour Fathi Ben Slama, et je trouve que c'est très pertinent ce qu'il dit, il a quelque part empêché l'émancipation d'une autonomie subjective par rapport au savoir totalisant de Dieu. Et c'est-à-dire qu'on peut coexister entre ce savoir théologique et une forme de subjectivité, mais qui aura pour effet soit d'être dans du soufisme, soit dans un littéralisme, mais toujours en lien et sans rupture avec, d'où la nécessité d'également avoir une posture critique par rapport à Ibn Rushd, je pense. Et bon, je ne suis pas totalement pessimiste parce que je crois que dans le monde actuel dans lequel nous vivons de globalisation, on ne prête pas assez attention à tous ces mouvements de jeunesse qui émergent et qui ont une véritable critique, même par rapport aux religieux, sans détour. Je pense notamment au mouvement alternatif des libertés individuelles au Maroc, ou encore, il y a aussi tout un mouvement qui se déclare non musulman, etc. Et je pense qu'il y a, dans cette nouvelle forme de jeunesse qui sont vraiment fatigués de ce carcan de contraintes et de ces différents discours, parce que finalement, comme... Donc tu n'es pas pessimiste? Je ne suis pas totalement pessimiste, mais par contre, je pense que ce savoir critique, il doit être diffusé. Parce que le problème, c'est que même, et on le voit en Europe, on est dans un État démocratique. Tu l'as très bien dit, il y a un déplacement du collectif institué à des individualités qui reproduisent cette orthodoxie de masse. Et donc, il y a un travail à faire, mais à grande échelle. Voilà. Non, je suis tout à fait d'accord avec... Et moi, j'applaudis. Sauf que je trouve qu'au contraire, tu es optimiste, puisque tu mets l'accent sur les mouvements. De toute manière, écoutez, dans l'histoire, il y a toujours l'histoire est ondulatoire. Hein. Il ne faut pas croire que nous allons nous fixer éternellement sur l'islamisme politique, etc. etc. Et je trouve que l'histoire est très fluctuante et la fin de l'islamisme politique viendra certainement de sa visibilité, de son excès de visibilité, et même peut-être de l'exercice du pouvoir. Il n'y a rien. Par exemple, chez nous, en Tunisie, il y a quelque chose qui a beaucoup usé les islamistes, c'est leur prise du pouvoir. Et quand en 2013, quand les gens étaient contents, ils sentaient que les islamistes allaient disparaître de la scène politique, moi je n'étais pas content, je leur disais, si vous voulez vraiment les faire tomber, il faut les laisser encore au pouvoir. Parce que le pouvoir use, c'est terrible. C'est terrible. C'est ce que Hassan II avait dit après les élections, la première partie des élections algériennes, au moment où le fils était algérien. Il a dit au pouvoir algérien, laissez les islamistes. Bien sûr, vous allez éviter leur tragédie. Bien sûr. Ils ont été complets. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont perdu les élections de 2014. Ils ont gagné les élections de 2011. Mais ils ont perdu les élections de 2014. Pourquoi? Parce qu'en ayant le pouvoir pendant 3 ans, ils se sont considérablement usés. Ils ont perdu les élections en 2014. Bon, maintenant, ça reste un grand parti en Tunisie. Il ne faut pas croire que... Et ce mécanisme a été déjà souligné par Max Weber. Max Weber a été demandé en 1913 de prendre position sur si les sociodémocrates qui étaient exclus de la vie politique à l'époque devaient pouvoir participer aux élections municipales. Et Max Weber disait, laissez-les participer.
c'est pas que les élections municipales et les municipalités ne vont pas être socialisées, mais les sociodémocrates vont être municipalisés. Et c'est ce qui a eu lieu. En fait, c'est ce qui a vraiment eu lieu. La participation les a fait entrer dans les contraintes de la vie d'une commune. Non, mais je voulais dire autre chose. Là. C'était seulement là, en sautant là-dessus de ce que vous avez dit. Tu avais dit que dans la conception de la démocratie islamique, ce qui a manqué, c'est des procédures, il manque les institutions, il manquait un mode de fonctionnement. Et après, quand tu as présenté ton concept de démocratie, tu as insisté sur une des procédures, sur la liberté de conscience. Est-ce qu'il y aurait d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres procédures? Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui font partie de ce concept de démocratie? D'abord, la liberté de conscience n'est pas une procédure. C'est pas une procédure. C'est autre chose. La liberté de conscience, c'est l'essence même du régime démocratique. C'est un concept. Alors, les procédures, évidemment. Je prends l'exemple d'un livre qui a été écrit par Rachid Rida sur le califat. Alors, Rachid Rida, c'est un livre qui se lit très facilement. Il insiste sur les aspects démocratiques du califat. Il dit que le califat est construit sur l'égalité, sur la citoyenneté, sur la délibération, la shura, etc. Mais à aucun moment, il ne fixe de procédure concrète pour mettre... Vous voyez, on reste toujours dans le malléable, dans l'ambiguïté, dans l'ambiguïté des mots. Ahl al-hal wal-aqd. Bay'a. Par exemple, quand on dit bay'a, voilà, l'allégeance, l'acte d'allégeance. On ne dit pas comment cette bay'a doit être réalisée, qui doit être présent. Alors chaque État musulman, il fait ce qu'il veut. Et en fait, la bay'a, ça va devenir tout simplement une sorte de plébiscite des gouvernants en place, les membres étant choisis par ces gouvernants eux-mêmes. Et c'est un acte pré-islamique en plus. Et donc, si on ne définit pas, en même temps que les idées, on ne définit pas des procédures, ça reste des abstractions. Moi, quand je prends Montesquieu, par exemple, Montesquieu qui a beaucoup travaillé sur la liberté politique, et c'est dans le chapitre sur la liberté politique, et surtout sur l'Angleterre, sur la Constitution d'Angleterre, qu'il émet sa théorie de la séparation des pouvoirs. Voilà une procédure. Il faut qu'il y ait une assemblée qui a le pouvoir de statuer, une assemblée qui a le pouvoir d'empêcher, un pouvoir pour faire les lois, un pouvoir pour exécuter les lois, un pouvoir indépendant pour faire la justice. Voilà des procédures. Bien sûr, Montesquieu n'est pas allé nous dire quel est le nombre, mais il a donné des principes de procédure qui ont été ensuite mis en application par les constitutions. Donc voilà ce que je reproche à la pensée des démocrates, des islamistes démocratisants, c'est qu'ils jouent sur les mots. Et donc leur théorie n'est pas vraiment... manque de concret. Je reviens, Nourdine, à ta question sur la Constitution. Je crois que je n'y ai pas répondu. Bien sûr, une Constitution ne suffit absolument pas à établir un régime démocratique. Il y a des pays qui n'ont pas de Constitution au sens propre du terme, mais qui sont des pays démocratiques. Donc, l'idée de Constitution, c'est pour aider justement à fixer ces procédures qui doivent répondre aux exigences d'un régime démocratique. Maintenant, ces procédures peuvent être définies autrement. Ils peuvent être définis par la coutume, par exemple. La plupart des lois constitutionnelles anglaises, ce sont soit des lois écrites votées par le Parlement, soit des coutumes constitutionnelles. Donc on peut très bien concevoir l'idée d'un gouvernement démocratique sans constitution, et je crois qu'une constitution n'est pas une condition suffisante pour l'établissement d'un régime démocratique. Moi, j'ai une question sur trois angles finalement par rapport à
à la proposition qui vient d'être faite sur l'universalité de la norme démocratique et l'islam. La première, c'est une réflexion à propos de l'efficience de la norme démocratique et de sa traduction. On a bien compris le modèle de David qui est inatteignable, mais qui quand même doit se traduire dans le réel à travers justement des normes, des procédures. Voilà. Et par rapport justement à l'époque dans laquelle nous vivons, où par rapport comparé au XIXe siècle, où on avait dans le temps du monde une référence à la démocratie comme finalement un régime d'une grande efficience. Or aujourd'hui, avec l'exemple chinois, on a l'exemple d'une réussite très très grande sur le plan économique, technologique, etc., qui n'est pas démocratique et qui pose une question assez différente en disant, mais au fond, pour parvenir à la puissance, puisque souvent ça a été le discours qui a légitimé la tendance, l'occidentalisation, l'ouverture vers la démocratie. Au fond, il y a un contre-exemple là qui interroge par rapport à la perspective d'une ordre démocratique et des traductions que ça pourrait faire naître. Donc ça, c'est la première remarque qui, je crois, pose une vraie question à l'échelle, puisqu'on est dans la globalisation, de la réflexion par rapport à la construction d'un projet démocratique. La deuxième, c'est la discussion, je crois, qui est encore en chemin, l'élaboration qui est encore en chemin dans ton travail, entre effectivement le premier temps de la critique, en disant effectivement il y a toute une tendance islamique qui considère que la démocratie c'est pas nous, ça n'a rien à voir avec nous. Bon. Donc appelons ça l'État islamique, puisque au fond c'est la dernière expression qu'on a vue avec Daesh de cette manifestation-là, et comme tu l'as montré très bien, ça vient de loin, ça vient d'un ancrage historique, de pensée, etc. Deuxième élément, ce que tu as appelé la démocratie islamique, avec finalement des jeux de mots, de langage qui font que le principe même qui est celui de la reconnaissance de la souveraineté de l'homme par rapport à la loi divine n'est pas respecté et basculera toujours dans ce sens-là. Et alors, quelle est la nomination pour... quelle est la façon de nommer les choses de ce que tu appelles de tes voeux, qui est une forme de démocratie dans le monde musulman, voilà, mais qui mériterait de trouver entre l'État islamique et la démocratie islamique, le troisième terme manque. Troisième réflexion, ben oui, c'est le sens peut-être de ce qui peut naître à partir de la chaire Averroès. Et troisième remarque, puisque je viens de te confier le numéro d'esprit sur Claude Lefort, il me semble que Claude Lefort pose une question assez magistrale et difficile à résoudre par rapport à l'institution, non pas imaginaire de la société, ça c'est Castoriadis, mais l'institution de la démocratie, c'est justement pour lui le principe, lui qui a essayé de vraiment penser le principe démocratique, c'est finalement c'est le principe qui est un vide. Ce qui fonde la démocratie, c'est le vide. C'est qu'on ne peut pas l'investir et qu'il reste toujours cette part vide. Et comment on peut instituer un projet démocratique sur le vide. C'est ça alors qu'il y a un plein religieux qui n'est pas loin. Pour donner un exemple, un photographe tunisien, Fakhri Rezal, avait photographié au moment de la Révolution des espaces où il y avait les photos du souverain, c'est-à-dire de Ben Ali, mais enlevées. Et il y avait des grands endroits dans la cité où il y avait le vide. Et c'était assez extraordinaire, et je lui ai dit, mais ça me fait vraiment penser à la théorie de Claude Lefort, parce que soudain, tac. Et certains voulaient mettre, remettre Bourguiba à la place, d'autres voulaient mettre une figure de l'islam, etc. Donc comment on remplit le vide ? Et je crois que et qui pose la question justement de la place du religieux, etc., et de ce qui institue la démocratie dans le rapport au vide. Et je pense que cette question, elle mérite sérieusement d'être élaborée. Alors je suis désolé de poser trois immenses questions, mais c'est pour contribuer au débat de la réflexion en cours dans le cadre de la chaire Averroès. Pour
pour l'efficience, il est incontestable qu'une dictature peut être beaucoup plus efficiente qu'une démocratie pour la croissance économique, etc. D'abord parce que ça nous fait gagner du temps. La démocratie, c'est le gouvernement de la patience, c'est le gouvernement de la lenteur. De la délibération. Là, en Tunisie, si l'expérience échoue, et là on commence à craindre un échec en Tunisie, c'est parce que tout se fait avec une lenteur accablante. Dans le temps, si le président décide d'établir l'égalité successorale entre hommes et femmes, ça se fait dans la semaine. L'Assemblée vote, le texte est... pas de problème, même dans les 3 jours s'il le décide. Maintenant, ce n'est plus le cas. Le président prend l'initiative, il est applaudi par une certaine portion de la population, mais il est désavoué par une autre partie. Et puis il faut qu'il convoque un conseil des ministres, lequel n'est pas... Et puis après, il faut qu'il présente le projet de loi à l'Assemblée, et à la commission de l'Assemblée, on voit les députés se battre vraiment. Non, mais ça c'est vrai, je ne plaisante pas, ils se sont battus en commission, pas en assemblée plénière, en commission. C'était en plénière il y a une semaine. En Tunisie. Encore, ils se sont encore battus. À cause de la loi sur l'héritage. Non, on n'est pas encore. C'est pas à cause de la loi sur l'héritage. C'est autre chose. Oui. Ouais. Donc, bon. Et après, il faut le contrôle de la constitutionnalité de la loi. Bon, il faut dire que nous avons imaginé une constitution impossible à pratiquer. Parce que ça a été fait par des gens qui n'ont pas le sens des réalités. Alors, bien sûr, une dictature peut être beaucoup plus efficiente. Si Bourguiba a pu faire ce qu'il a fait en Tunisie, c'est parce qu'il était seul à décider. Il décide qu'il faut construire 3 ou 4 barrages en une année avec les faibles moyens de la Tunisie. Ça doit se faire. Que le système d'enseignement doit être généralisé, que l'enseignement doit être gratuit, que le code du statut personnel doit être... Tout cela se fait en quelques mois. Et hop. Bon, bien sûr, effectivement, sur le plan de l'efficience, la démocratie peut être un frein. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. La démocratie, au contraire, peut consolider la solidarité sociale, peut obliger le gouvernement à être mieux à l'écoute du peuple, et donc elle a des vertus. Maintenant, je ne nie pas que sur le plan de la pure efficience et surtout sur l'efficience économique, je n'ai jamais nié qu'une dictature pouvait être dépassée par la démocratie. Maintenant, l'histoire de la Chine n'est pas terminée. Rappelons-nous quand même les événements de la place Tiananmen. Tout cela peut revenir. Et je pense que ça reviendra. Et je pense que la Chine n'est pas condamnée à vivre avec un parti unique et selon des procédures qui sont celles de l'actuel président. L'histoire n'est pas terminée. À un certain moment, vous savez, les gens, les peuples, ça ne leur suffit pas d'avoir uniquement bien à boire et bien à manger. Il leur faut autre chose. Donc c'est bon, la Chine a assuré le boire et le manger, la technologie, la puissance, etc. Mais je pense que l'être humain ne peut pas se contenter uniquement d'avoir le ventre plein, la vie matérielle florissante. Il a besoin d'autre chose. Il a besoin de sentir qu'il est libre, il a besoin de sentir qu'il peut parler, qu'il peut s'exprimer, etc., etc. Alors, pour le vide. Je ne sais pas comment répondre à cette question, il faudrait que j'y réfléchisse. Oui, mais je pense qu'il ne peut pas y avoir de vide en démocratie. Il n'y a pas de vide parce que la démocratie a toujours à parler, a toujours à dire, a toujours à...
investir, toujours à imaginer. Je ne crois pas du tout que... je vais lire de toute manière les idées de Léofort puisque tu m'as prêté le livre, mais je crois que la démocratie n'est pas du tout le vide. Au contraire, c'est peut-être l'excès qui est le véritable vice de la démocratie. L'excès de parole, l'excès de querelle, l'excès de procédure, la liberté qu'on prend avec le temps, qui est pourtant une valeur très précieuse, etc., etc. Bon, en tout cas, je laisse la question ouverte, on verra. Alors, la troisième question, c'était sur... C'était la nomination entre État islamique et démocratie islamique, troisième perspective. Ah oui, le mot, hein, le terme. Oui, mais ça, on va voir. Bon, moi, pour l'instant, je l'appelle une démocratie plutôt musulmane, peut-être, qui tienne compte du contexte social, c'est tout. C'est un problème anthropologique. La démocratie est la démocratie. Hein. Il faut qu'elle puisse s'adapter à tous les contextes culturels, etc. Bon, maintenant, le problème, c'est que l'islam émerge à la démocratie. Ce n'est pas quelque chose qui est ancré dans son histoire et que ça doit se faire dans la lenteur, dans les échecs, etc. Peut-être que les expériences démocratiques que nous vivons actuellement connaîtront des échecs, des retours en arrière, comme en Iran. Qui aurait imaginé, pour la génération qui a vécu 1905-1911, la révolution constitutionnelle, qui aurait dit que l'Iran serait gouverné par un gouvernement religieux, au sens plein du terme. Donc, on verra. Je pense qu'avec l'évolution de la pensée, je trouverai bien quelque chose pour trouver le mot convenable. Je vous remercie. Merci. Ah, pardon, il y a une ultime question. Si, allons-y. Oui, merci. Non, je ne regrette pas. Non, mais puisqu'on est dans la démocratie, mais moi, je n'ai pas de souvenir, mon cher monsieur, d'avoir lu ou étudié, entendu parler de démocratie dans le monde arabe. Bon. Même s'il y a des tentatives qui se sont tous cassés la figure, ou sinon, ils n'ont pas vécu un temps très, très, très fort, en dehors qu'actuellement, il y a cette expérience en Tunisie. Voilà. Même l'Algérie, lorsqu'elle est sortie du colonialisme, on pensait que ça allait être un grand pays démocratique. Et ben voilà, ça fait plus de 50 ans, bientôt 60 ans qu'elle est indépendante. Et on ne peut pas parler de démocratie en Algérie. Bon, c'est vrai, bon, on ne peut pas dire que c'est une dictature, hein, telle qu'on a vu dans certains pays. Mais sauf que aussi, la démocratie, c'est un apprentissage très très long. Très long. Sur des décennies, c'est peut-être sur même plus de décennies. La France, depuis sa révolution, depuis 1789, elle a quand même consommé 3 monarchies, 2 empires et 5 républiques. Nous sommes dans la 5e République et on voit que cette démocratie n'est pas parfaite. Voilà. Actuellement, c'est d'actualité, des gilets jaunes qui manifestent, qui demandent d'autres formes de démocratie, d'autres assemblées citoyennes. Ça veut dire tout est contesté, ça veut dire Macron est contesté alors qu'il a été élu démocratiquement, le Parlement est contesté. Donc voilà, donc la démocratie est contestée. Et vu aussi la situation internationale sur le plan économique et politique, il y a des émergences d'un certain nombre de partis de droite dure ou d'extrême droite. On voit en France avec la famille Le Pen, en Italie, etc. Donc vous suivez l'histoire et la politique autant que moi, tous. Donc voilà. Donc c'est pour cela donc que c'est voilà. Donc la démocratie. Bon, on en parle. Il y a toujours des débats, des livres, des centaines et des milliers de livres ont été écrits là-dessus. Bon, mais sauf, pardon. Alors, mais mon interrogation, au fait, j'ai pas de réponse, j'ai pas de solution. Comment faire cette démocratie? Une vraie démocratie, est-ce qu'elle existe, une vraie démocratie sans faille, propre, nette, comme on dit?
Bon, mais moi, je suis un ancien enseignant. Bon, j'étais prof de philo et j'ai jamais, à mes élèves, j'ai jamais dit, voilà, quelle est la meilleure démocratie, comment qu'on y arrive, voilà, parce que par les lectures, parce que je connais mes connaissances, hein, par l'histoire, hein, donc, et même, on parlait tout à l'heure, vous parliez monsieur de laïcité, etc. C'est que même des empires qui étaient des empires comme la France, comme l'Angleterre, on prend la France, qui a été un grand empire colonial. Bon, je prends juste le cas de l'Algérie, parce que je suis d'origine algérienne, je suis d'origine arabo-berbère, bon, où j'y suis né, j'ai vu cette guerre d'Algérie. Tout ce qui s'est passé, c'est une horreur, bon, donc... alors j'imagine, donc voilà. Mais il y avait des instances quand même de démocratie en 1830 quand la France est venue. Dans cette Algérie, comme dans certains pays maghrébins, il y avait là des assemblées de djumar, des assemblées de villages qui étaient très démocratiques, qui étaient élus et qui fonctionnaient. Il y avait des institutions qui ont fonctionné. Mais la colonisation, que ce soit en Algérie ou ailleurs, dans toutes ces pays, soit en Asie, en Afrique, donc tout ça, ça a été détruit. Mais ça n'a pas été remplacé par autre chose. Et donc la laïcité, ça n'était même pas appliqué. La loi de 1905 n'était pas appliquée pour des raisons religieuses. Vous êtes musulman, vous êtes indien. Il y avait l'école indigène. Moi, j'ai fait l'école indigène. Je ne me porte pas plus mal aujourd'hui. Bon, voilà. Mais, si vous voulez... Pardon ? Bon, alors, donc si vous pouvez m'éclairer, donc ce que je peux vous demander, si vous avez une idée, je ne sais pas comment on peut arriver à la démocratie parfaite, voilà. Oui, alors, je suis preneur. Merci. D'abord, il faut quand même savoir respecter le temps. Hein, vous parlez du monde arabe et de la démocratie. Le monde arabe s'éveille à peine à la démocratie. Le monde arabe a fait ces révolutions démocratiques qui ont échoué. D'ailleurs, la plupart ont échoué en 2011. Ce n'est pas en 2010, 2011. C'est très récent. Et par conséquent, comment voulez-vous qu'en quelques années, 2, 3, 4, dizaines d'années, s'institue la démocratie? L'Europe, pour instituer la démocratie, a mis des siècles. Des siècles, il a fallu des guerres de religion sanglantes, terriblement traumatiques pour ces sociétés. La démocratie demande du temps. Il faut compter avec l'histoire. Donc ce n'est pas parce que les révolutions arabes ont échoué, la plupart, qu'il faut se dire ça y est, c'est réglé, c'est le vieux schéma qui va reprendre. Non, l'histoire marche. Qui s'attendait à la révolution tunisienne en 2010? Personne ne l'attendait, personne. Et elle a surpris tout le monde, mais elle a changé beaucoup de choses, beaucoup de choses. Pas seulement en Tunisie d'ailleurs, mais dans le monde entier. Donc il faut savoir compter avec le temps. Il ne faut pas jouer avec le temps, il ne faut pas s'impatienter surtout. Il ne faut pas s'impatienter. Voilà. Alors comment faire la démocratie maintenant? D'abord, je voudrais quand même faire une remarque sur les Gilets jaunes. Moi, je trouve que les Gilets jaunes, loin d'être une contestation de la démocratie, en sont au contraire la réalisation. Parce que pour qu'un gouvernement laisse des foules manifester tous les samedis pendant plusieurs mois, et que le grand événement chez eux, c'est que quelqu'un a eu l'œil touché, ou il a perdu l'œil, ou quelque chose comme ça. Eh bien, moi, je trouve que ça, ce n'est pas du tout l'antidémocratie. Au contraire, c'est la réalisation même de la démocratie. Parce que dans un autre pays non démocratique, il y aurait eu 10 000 morts, au moins, dès la première semaine. Regardez un peu, mais regardez ce qui se passe au Soudan. Au Soudan. Donc, les Gilets jaunes, c'est pas une contestation. Les Français la voient comme une contestation de la démocratie représentative. Mais en fait, moi, je vois ça avec l'œil d'un étranger. Je suis en France comme un étranger. Quand je vois les réactions du ministre de l'Intérieur, de la police, de tous ces corps de sécurité, etc., comment ils réagissent, comment ils gèrent cette situation difficile, eh bien, je me dis, c'est le fonctionnement de la démocratie. Ce n'est pas l'antidémocratie du tout, quand on voit ça avec l'œil d'un étranger. Bien sûr, les Français ils disent, oui, c'est la contestation, Macron a été élu au suffrage universel. Maintenant,
Il est contesté. D'abord, Macron est en train de monter dans les sondages. Hein, vous avez vu que si on avait de nouvelles élections, il passerait peut-être. Et puis, il gère cette crise quand même avec, je trouve, personnellement, encore une fois, je vois ça avec les yeux d'un étranger, avec une extrême dextérité. Donc, ce n'est pas du tout la négation de la démocratie, c'est une réalisation. Maintenant, si vous cherchez un régime démocratique parfait, vous n'en trouverez jamais. Nous avons déjà répondu à cette question-là. Bien, merci beaucoup. Donc, rendez-vous pour la prochaine des conférences de Yad Ben Achour dans le cadre de la chaire Averroès sur conversion, violence et tolérance, approche comparée entre l'islam et le christianisme, le jeudi 25 avril à 18h. Donc, il y a un petit saut dans le temps, mais on aura l'occasion de vous le rappeler. Mais bonne soirée, merci.